Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Bienvenue dans l'émission Topic News sur Alliance 92. Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Bonjour Franck. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos auditeurs de ce matin. Alors oui, vous me regardez avec des yeux souriants parce que je parle d'un débit assez rapide. Oui, parce que les actualités, elles sont rapides également et on veut gagner du temps pour avoir plus d'explications de comment Courrier voit les choses, parce que c'était quand même assez rapide. Le fait est là, donc. Ravaloman n'est pas arrivé au pays. Beaucoup de mouvements, beaucoup de déclarations également. Mais ce qu'on peut retenir aussi, c'est que le mot contradictoire est là. Et de ce fait, pour les gens, eh bien, il n'y a pas de cohésion entre le gouvernement et la présidence, c'est clair. Tout d'abord, on a vu qu'il y a un combat entre deux chefs, c'est-à-dire le président de la transition et Marc Ravaloman. Les deux aiment bien se défier, mais aussi donc voir qui a le rapport de force à Madagascar. On a vu que du côté du président de la transition, on a cru que M. Ravaloman ne viendrait jamais à Madagascar, et de l'autre côté, M. Ravaloman, fort paraît-il de ses soutiens internationaux et de quelques milliers de personnes à Tananarive, relève le défi et monte dans un avion pour retourner dans son pays. Voilà le scénario qu'on a vu, et que effectivement l'ancien président Ravaloman est monté à bord, et c'est là qu'il y a eu la panique. Parce que c'est une panique à bord, comme on dit, non seulement à bord de la présidence, mais à bord aussi de l'avion, quand on leur a dit que l'aéroport était fermé. Ce qui est quand même assez à comprendre plutôt, Franck Ramarson, c'est le fait que quand on dit il n'y a pas eu de NOTAM, alors que des NOTAM ont été vus ici et là dans tous les sites à travers toutes les stations audiovisuelles, et d'un côté aussi, quand les parlements de la mouvance Ravaloman qui dit bon, désormais on va suspendre notre participation aux institutions, et fin de compte, on veut y rester, comme on ne veut pas y rester aussi. C'est assez confus. C'est comme les institutions aussi, non? Vous savez, Prisca, moi je ne veux pas accabler le ministre de tutelle de l'information, parce qu'il est ministre de l'information, non de la communication, pour avoir abreuvé toutes les rédactions, toutes les radios, comme quoi il n'y avait pas de NOTAM, alors que tous les internautes, tous ceux qui se sont intéressés à cette affaire ont brandi des NOTAM à partir du 13h, et que c'est ça en fait qui a semé la confusion. Je ne reviendrai pas sur cela parce que ça relève du passé, mais encore une fois, est-ce que dans ce, je dirais, combat des chefs entre les deux, il y a l'interprétation de la feuille de route qui est toujours remise en cause, et c'est peut-être pour ça que le Premier ministre a dit qu'il y a des contours flous et qu'il faudrait, je dirais, préciser. Mais lui-même, il n'était pas au courant des choses qui se passaient. Ben justement, donc c'est ça le défaut de cette cohabitation, c'est que la présidence se comporte toujours en grand patron de l'administration et considère donc le Premier ministre comme un de ses employés. Donc voilà ce qui s'est passé. Ils font une stratégie pour dérouter l'avion, mais n'informent pas celui le premier concerné, le Premier ministre, qui donc a sous ses ordres le ministre des Transports, et sous le ministre des Transports, le DG de la CM. Donc voilà ce qui s'est passé, c'est que vous avez vu dans tous les journaux aujourd'hui, dans tous les internautes, dans tous les internets, il y avait des NOTAM avec mention sur instruction du président de la haute autorité de la transition, alors que le matin même, il y avait un conseil qui disait que ça n'existait plus, que c'était le président de la transition. Donc, à ce niveau-là, si on n'informe pas le premier intéressé, moi je pense qu'il faudrait revoir les pouvoirs de chacun pour pouvoir gérer cette feuille de route. Et que pensez-vous de la suspension de participation de la mouvance Ravaloman au sein des institutions existantes? C'est pour ça qu'il y a un peu une petite ambiguïté, parce que si on est contre réellement, on quitte, on ne suspend pas, mais on ne participe plus, parce que est-ce que c'est une manière de dire que si on rompt définitivement, on n'aurait plus donc la chance d'interpeller le régime de l'extérieur? Il faut mieux rester, avoir le titre, et puis travailler de telle sorte qu'on peut toujours changer la donne. Et voilà, et la Troïka qui dit « Allez les enfants, venez ici, on va discuter ». C'est comme ça, donc... Excusez-moi, j'ai dit les enfants entre guillemets. C'est notre souveraineté qui est bafouée dans tout cela, parce que avec, comme vous dites, deux enfants qui s'amusent à se jeter la balle avec qui est le plus fort, voilà, ce qui arrive, c'est que la communauté internationale nous juge à travers ces décisions qui malencontreuses
malheureusement pour tout le monde. Mais de la lecture politique de Courrier de Madagascar, comment voyez-vous par contre la participation discrète mais assez intelligente aussi des deux autres anciens chefs d'État? Mais je crois qu'ils se frottent les mains, puisque si Marc Ravaloman était réellement entré à Madagascar, il aurait eu l'auréole d'être le chef de l'opposition. Il aurait mis au placard toutes les intentions de Didier Rassir à faire un sommet des quatre. Et de l'autre côté, Jacques Felbert ne pouvait plus avoir aussi, donc, je dirais, une participation active dans le mouvement maintenant, puisque tout aurait été changé et des nouvelles négociations auraient été faites au détriment de ces deux mouvances. Donc, celui à qui, peut-être, comme vous dites, profite le crime, c'est peut-être toujours le Premier ministre qui a eu la sagesse de bien arbitrer et de se démarquer de ce Et de la situation actuelle, Franck Ramarsson, la diplomatie, elle ne marche plus, là, puisque là, la situation est quand même grave. Mais, Prisca, moi je vous dis simplement une chose. Tout ce qu'il a dit, peut-être c'était un langage au second degré, que peut-être personne, surtout nos politiciens, ne comprennent pas, puisque c'est un intellectuel. Donc, à ceux à qui il a donné ce message de comprendre que rien ne va plus, c'est ce qu'il voulait dire, il faut appliquer la feuille de route, il faut revenir à de nouvelles négociations, mais c'est pas ça qu'attend le peuple. Le peuple attend des résultats, des actions du Premier ministre dans ce bras de fer. Du genre changer de gouvernement? Du genre d'abord prendre des mesures contre celui qui a fait le NOTAM, par exemple. Le directeur général de la CM. Du genre comme celui qui a fait des propagations de fausses nouvelles. Je ne dirai pas qui, mais en tout cas, il y a des actions et contre celle qui a aussi émis le mandat d'arrêt, puisque tout le monde n'était pas d'accord qu'il fallait d'abord apaiser l'atmosphère, parce qu'ils sont eux les vrais responsables de ce malaise politique à ce moment, qui nous a valu, comme vous dites, la convocation de la Troïka, de tous les acteurs, de tous les enfants, à venir à se faire taper les doigts à Pretoria. À quoi peut-on s'attendre maintenant alors? On va s'attendre à ce que nous allons d'abord avoir une passe difficile à la Commission de l'Union africaine, puisqu'on va passer au CPS. Et j'aimerais pas être à la place de notre ministère de l'Étrangère, qui est obligé de défendre l'indéfendable actuellement, puisque la feuille de route a été bafouée. Quelles que soient les raisons qu'on leur donne après que l'article 20, il y avait l'article 45, non. Le Premier ministre a été clair là-dessus. On applique l'article 20, le retour de Marc Ravaloman, même s'il a dit que c'était prématuré, mais il a dit, puisqu'il a voulu revenir, on applique. Et après, c'est tout. Est-ce qu'on s'éloigne alors de l'année des élections? De toute manière, si on n'arrive pas à monter le CENI avant le 31 janvier, donc parce qu'il faut 11 mois pour faire les élections, donc on espère que les élections auront lieu en 2013. Mais là, on est parti avec, je dirais, ces nouvelles négociations entre mouvances, puisque le FFKM, comme on a dit, maintenant va entrer dans le jeu pour arbitrer, puisque maintenant on a redoré sans faire exprès le blason des sages comme les FFKM, donc peut-être avec le Premier ministre, il pourra convoquer une conférence au sommet des chefs de file et de ceux qui sont concernés par cette crise. Encore une fois, comme vous l'avez très bien souhaité, Didier Rassir. Oui, mais ce ne sera pas lui qui va convoquer, puisque ça va, je dirais encore, être taxé de partisanisme par certains. Ce sera donc le FFKM avec la société civile, sous l'égide du Premier ministre, peut-être ce sera la meilleure solution. Eh bien, on se retrouve jeudi, Franck, sur Alliance 92. Merci.